on a l'impression par moments que ça pourrait être un petit peu de source mystérieuse, peut-être même voire extraterrestre, j'en sais rien. Alors la plupart, non, ça reste du Moyen-Âge normal, des choses comme ça, des cultures normales. Mais il y a quelques stèles qui sont étonnantes. Est-ce que ça pourrait être corroboré un petit peu avec les pyramides de Bosnie? Peut-être, mais ça, Ouais. c'est toujours pareil, ça reste de l'ordre de la théorie. Voilà. Ouais, parce qu'il y a Maintenant, aussi, ouais, moi, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. on a retrouvé aussi des pyramides en France. Je sais pas si vous êtes au courant aussi. Alors oui, il existe dans le sud, Ouais, il existe une petite pyramide, mais qui date simplement des Romains. Donc elle est beaucoup plus récente, mais c'est vrai qu'il existe des pyramides en France, oui. Alors elles sont beaucoup plus petites, elles sont beaucoup plus ouais, modestes et elles sont beaucoup plus récentes. Maintenant, on a l'impression que certaines personnes ont peut-être voulu, c'est vrai que même dans le sud de la France, il y avait le culte d'Isis, hein, donc ouais. on retrouve des fois le culte des cultes égyptiens qui sont arrivés en France, hein, ils n'avaient qu'à traverser la Méditerranée. Alors peut-être qu'ils ont eu à un moment donné peut-être envie de reproduire ces pyramides, mais c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus récentes, hein, donc voilà, donc maintenant il existe hein, effectivement des pyramides de taille beaucoup plus modeste en France. Oui. Et justement, alors ça faudrait signifier qu'il y a eu des liens antiques à l'époque entre encore voilà, des civilisations égyptiennes ou Oui, sumériennes avec la France déjà et l'Europe occidentale. cette période-là, il est certain que les voyages de commerce entre l'Afrique du Nord et la France, l'Espagne, l'Italie étaient monnaie courante. Hein. Voilà, étaient monnaie courante. Après, il y a remonté des fleuves, évidemment, mais c'était monnaie courante, oui. Parce qu'il y a eu vraiment le culte d'Isis, surtout dans le sud de la France, en Italie, etc., qui était très prononcé. Donc, je veux dire, qui a même donné pratiquement lieu après à toutes les Vierges noires, etc. au Moyen-Âge. C'est une continuité aussi là, dans la religion de ce côté-là. Hein. Donc c'est vrai que oui, je pense que Ouais. là, à ce niveau-là, à cette époque-là, oui, il est certain que là, c'est même plus une hypothèse, là, c'est certain qu'il y a eu énormément de. Justement, nous allons en parler Voilà. aussi. Hein. Oui, bah oui, les pyramides font partie. Ça fera partie du. Voilà, Ce sera un sujet. voilà, des Un pyramides. sujet à part dans le documentaire Un aussi. sujet à part, parce que c'est vrai que des pyramides, on en retrouve On absolument en partout. retrouve un peu partout. C'est vrai, il y en a partout. Hein. On sait qu'il y en a en Chine, on sait qu'il y en a absolument partout. Voilà. Ouais. Je crois que, par exemple, en Sicile, il y a énormément de pyramides en Sicile, par exemple. Peu de gens le savent, mais c'est vrai qu'il y a des pyramides. Alors, beaucoup, elles sont tronquées, elles sont abîmées, etc. Mais des pyramides, on en retrouve à peu près partout. Hein. Oui, c'est ça qui est assez étonnant. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure un peu de ce lien un peu de mondial entre, Ouais. entre toutes ces civilisations par rapport à cette archéologie commune. Mhm. Et peut-être le culte d'Isis, je ne sais pas, hein, bon, je Alors le spécule. culte d'Isis, il était bon. C'est vrai que ça a été à un moment donné. Hein, c'est vrai que, mais c'est pas partout. Là, c'était pas forcément mondial, mais on retrouve. Je sais pas, même quand on parle de culture en général, quand on prend par exemple, ça peut paraître un peu étonnant parce que c'est tellement loin. Là, par exemple, Dana dans la culture celtique, on retrouve dans Inanna pratiquement, parce que Inanna c'est la femme d'Anu. Donc on retrouve toujours les mêmes consonances de mots à des endroits différents pour des Ouais. déesses différentes, dans des cultures différentes. Mais alors, est-ce que c'est une simple coïncidence ou est-ce qu'il faut voir peut-être au-delà de la coïncidence quoi. Voilà, toujours pareil. On a la sensation qu'il y a vraiment une culture qui s'étend un peu partout et qui mondialise un petit peu tout ça. Mais ce serait à la limite pas étonnant. Le savoir est véhiculé par, de toute façon, des groupes nomades, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Et je pense qu'il y a les gens ne sont pas restés sur place. Hein, donc, ils ont véhiculé avec eux hein, une forme de savoir. Donc, à la limite, c'est même pas tellement étonnant. Quoi. Bien que les spécialistes réfutent l'idée, moi, ça ne m'étonne pas. On me dit aussi, est-ce que vous connaissez le cimetière des géants en Sardaigne? Alors, la Sardaigne, je projette d'y aller. Oui. Alors, en Sardaigne, comme je disais, il y a une ziggourate, il y a beaucoup de monuments très, très intéressants. Alors, je ne connaissais pas forcément ce cimetière-là, mais je me fais fort de le connaître parce que j'ai l'intention d'y aller très prochainement. C'est prévu. C'est prévu dans nos péripéties. Voilà, donc
je vais me renseigner. De toute façon, on va essayer de bien apprendre à connaître toute la Sardaigne et notamment la fameuse ziggourate parce que j'ai appris qu'un de mes confrères m'a dit il faut absolument que tu connaisses la ziggourate de Sardaigne parce que c'est vrai que pour les sumérologues, il est certain qu'une ziggourate en Sardaigne, c'est totalement impensable et pourtant, c'est la vérité. Elle existe et il y a les fondations d'une ziggourate en Sardaigne. Alors, on me dit aussi, est-ce que oui, qu'est-ce que vous pensez du principe, vous savez, de ce qu'on appelle les lignes d'énergie, les lays ou les lignes de la Terre. Est-ce que vous En pensez que c'est... théorie, toutes les choses, oui. Voilà, c'est les lignes telluriques, voilà, est-ce que c'est une réalité selon vous aussi? Parce que Oui, ça, oui. ouais. Ça, c'est certain. Ça, il est certain que les lignes telluriques, elles existent. Moi, à un moment donné, j'avais fait plusieurs réflexions avec certains de mes confrères, par exemple. On s'est aperçu que nombre, et pour ainsi dire tous les monuments lithiques, que ce soit en Europe, un peu partout, sont toujours construits sur ce qu'on appelle des points de respiration de la Terre, c'est-à-dire même à tel point qu'on s'est aperçu qu'à certains moments de l'année, par exemple, les moutons ne venaient pas brouter l'herbe autour de ces monuments, de ces pierres levées, par exemple. On s'est posé la question, il y a eu on a mesuré ça avec des appareils très modernes, et on s'est rendu compte qu'à certains moments, par exemple, les animaux étaient mal à l'aise. Et ces courants telluriques sont tellement forts que ça, nous, si on le sent pas, eux, avec leur instinct animal, ils le sentent. Et ils viennent pas brouter à ces endroits-là. Donc, maintenant, on s'est posé la question de se dire, mais comment les hommes qui ont construit, qui ont bâti ces monuments lithiques, comment ils ont pu trouver les endroits précis où les courants telluriques se croisent. Donc, il est certain que la géodésie, ça existe. Hein, c'est certain qu'il y a des courants la Terre, elle respire. Hein, il y a des courants, il y a des champs magnétiques, il y a plein de choses que l'on ne ressent pas forcément, mais que des fois les animaux ressentent, eux, particulièrement. Et on s'est posé cette question. À un moment donné, les hommes, ou si on veut croire aux civilisations extraterrestres, il est arrivé à un moment donné où peut-être l'homme primitif était peut-être plus proche de la nature, il ressentait peut-être ces courants, cette force. Il est certain qu'à un moment donné, on a su, sans appareil, construire ces monuments lithiques à des endroits précis qu'on appelle les endroits de respiration de la Terre, c'est sur des croisements de courants telluriques et de ruisseaux par exemple, etc. Et on est certain de ça. Donc maintenant, comment on a pu le savoir, je ne sais pas. Voilà, donc ça aussi, c'est avec un grand point d'interrogation. Ouais, parce qu'en plus, tous les grands monuments, apparemment, toutes les grandes... les constructions, en général, sont construites sur ces lignes. C'est quasiment un point commun entre tous ces monuments. Pour la bonne raison, je pense par exemple à la cathédrale de Chartres, Ouais. il est certain qu'elle est construite là-dessus, pour la bonne raison qu'elle a été construite déjà elle-même sur Voilà. des temples druidiques, etc., qui ont été détruits. Et ces temples druidiques, souvent, étaient là déjà avant. Il y avait des pierres levées, parce que beaucoup de pierres levées ont disparu. Hein. À côté de ce qui existait avant, il n'y en a pratiquement plus. Donc, il y avait d'abord une première pierre levée, un temple qui se construit dessus, et les cathédrales, souvent, par exemple celle de Chartres, a été construite sur ces temples-là, ou sur des endroits qu'on appelait les némétons, c'est-à-dire les clairières druidiques, etc. Donc, il est certain que ça avait une valeur symbolique. Peut-être qu'au début, c'était très important, ça avait peut-être le moyen de guérir, peut-être le moyen d'être plus proche du sacré, je ne sais pas, peut-être quelque chose comme ça, et que de génération en génération, on a gardé peut-être je sais pas, ce savoir un petit peu oral, etc. Et qu'on a construit ensuite beaucoup d'églises, de cathédrales sur ces endroits-là. Et je pense que ça remonte très certainement de beaucoup plus loin que le Moyen-Âge. Voilà, de toute façon, nos recherches portent là-dessus. Porte là-dessus, d'accord, ouais. Donc, parce que de toute façon, c'est vrai qu'on fait toujours le lien, puisqu'on sait que sur toutes les cathédrales, tous les endroits de culte, souvent, ça a été bâti sur un temple d'un culte qui précédait, etc., etc., quoi.
Voilà, Ouais. tout à fait. Il y a une continuité Une là-dedans, conti- parce ouais. que c'est vrai qu'autrefois, bon, c'est vrai que les écrits étaient peu nombreux, hein, seule une élite savait lire, et la culture se faisait oralement. Elle se Ouais. faisait de génération en génération, et on conservait un petit peu. Donc, il est certain que les constructeurs de cathédrales connaissaient très certainement les endroits sacrés. Voilà, pour eux, il y avait certainement un caractère sacré même avant la construction des cathédrales. Et je pense que quand ils ont construit ces cathédrales, ces églises, etc., et je pense qu'ils les ont construites dans des endroits qui étaient déjà sacrés au préalable. Ouais. Et non pas comme ça. Donc il faut mettre ceci, cela. Donc, et je pense que ces premiers endroits, ces premiers temples, etc., étaient déjà construits sur ces couloirs. Bah oui, Ouais, ces courants couloirs. telluriques, c'est des couloirs, c'est ce que tu veux. Ouais. Mais ils étaient déjà signalés par des monuments liquides ou des menhirs ou des tables, des dolmens, etc. Je pense qu'ils étaient déjà signalés là. Bien sûr, on n'a plus la preuve parce que bien sûr les pierres sont parties, comme à plein d'endroits. Mais moi, je parierais fort sur cette façon de voir. Hein. D'accord. On me dit, c'est vrai, est-ce que vous souscrivez donc à l'idée qui est développée dans le documentaire de Jacques Grimaud, La Révélation des pyramides, qu'il y ait un alignement entre certains sites comme l'île de Pâques, Nazca, Gizeh, Angkor, et qu'on peut établir une ligne, en fait. Alors, je vais vous dire, mon associé et moi, Jean-Raymond et moi, nous sommes en pleine recherche justement là-dessus, Ouais. où nous faisons des alignements par rapport à certains sites qui nous correspondent, tout ça, intéressent, qui nous intéressent, et on s'est aperçu de choses assez intéressantes, Incroyable, il faut reconnaître, même incroyables, on va le dire carrément. Oui, effectivement, il y a des alignements sur Terre qui sont complètement sidérants. Et même nous, on en a découvert et on est en train de chercher, on est en train de plancher dessus justement. Et il est certain que Jacques Grimaud a certainement raison en disant que oui, certains sites sont alignés volontairement sur la planète. Maintenant, pour quelle raison? Parce que c'est une forme d'énergie. Est-ce que c'est vu du ciel des couloirs? Est-ce que c'est c'est difficile de mettre des hypothèses dans ça parce qu'il faudrait pouvoir remonter beaucoup plus loin. Mais on a les faits on s'aperçoit que certains sites sont alignés. Maintenant, la raison de cet alignement, on peut que le supposer, mais maintenant, voilà. Mais ces alignements existent, ça, nous, on le découvre petit à petit et on s'en rend compte. Moi, j'aurais une tendance à dire aussi, comme Jean-Raymond, on peut le confirmer. Ouais. Le confirmer. On peut le confirmer. Alors, on me demande aussi, oui, voilà, bah oui, effectivement, est-ce qu'on peut vraiment établir un lien entre tous ces grands bâtisseurs, parce que c'est vrai qu'au niveau technologique, on n'a pas d'informations non plus sur quelles Non. technologies ont été utilisées. Alors, oui, alors ça, il y a beaucoup d'expériences qui ont été menées pour essayer d'expliquer, par exemple, la construction des pyramides. Ouais. Enlever. Alors, quand on voit, par exemple, pour Abou Simbel, quand ils ont voulu déplacer, il y a eu le barrage, les eaux ont monté, donc on ne voulait pas laisser détruire un temple de cette valeur. Il a fallu des moyens techniques énormes pour pouvoir déplacer des blocs de ça. Et on a eu une grosse difficulté. Et en sachant qu'il existe des blocs beaucoup plus imposants que ça, et à une époque où on est censé avoir la corde de simples pierres pour pouvoir et des petits marteaux en cuivre. Donc, je veux dire, pas de grue, rien. Donc, il y a tellement de choses qui restent étonnantes. Et puis, je l'ai vu, moi, de mes yeux, des entailles tellement rectilignes, tellement incroyables à regarder. On a l'impression des entailles qui sont censées remonter de 4500, on a l'impression qu'elles ont été taillées soit au laser, soit avec au minimum une scie circulaire. Et on nous dit que c'est avec vraiment des outils tellement primitifs qu'on n'imagine pas des entailles pareilles. Et bon, c'est vrai qu'on les voit sur Internet, mais je peux vous dire que je les ai vus de mes yeux. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ça m'a fait douter de tout, parce que je me suis dit, c'est pas possible. Ça me paraît invraisemblable. Même on voudrait le creuser, c'est pas possible. C'est tellement régulier que c'est impensable. Donc maintenant, dire que est-ce que tous ces bâtisseurs avaient le même savoir ? Peut-être. En tout cas, chose est sûre, il est un fait que quand on voit les pierres qui ont été levées,
sans outils modernes, à l'heure actuelle, c'est vrai que quand on parle aux ingénieurs, aux bâtisseurs, aux architectes, ils disent à l'heure actuelle, sans ces machines-là, impossible. C'est impossible à reproduire. Et là, je crois qu'on peut dire merci Jacques Grimaud. Oui, parce que c'est vrai que Jacques Grimaud a été aussi soutient cette hypothèse, mais c'est vrai que ça paraît totalement invraisemblable quand on voit les blocs rocheux qui ont été déplacés un peu partout sur la planète. C'est absolument sidérant. Et voilà, on me dit, est-ce que vous connaissez aussi la possibilité du moulage de blocs? C'est une théorie qui est développée par Fomenko. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est un peu le... J'ai vu ça très très récemment, oui, c'est une toute nouvelle théorie. Il paraît qu'on pourrait mouler des blocs, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, ce serait des pierres juste en apparence et qu'à l'intérieur, ce serait une autre matière, apparemment. Ouais, Donc, ouais. alors, effectivement, on peut soutenir cette théorie peut-être pour certains lieux, mais quand on voit certains blocs rocheux, par exemple, qui ont été en Amérique du Sud, qui ont été développés, là, on est certain que ce sont des roches, c'est vraiment c'est de la pierre taillée brute, mais non, moi, cette théorie ne me satisfait pas, très honnêtement, parce que elle est peut-être valable pour certains sites. Je ne dis pas le contraire. Peut-être, hein, je dis bien peut-être, mais pas pour tous. Ça, c'est clair et net. Et notamment le temple de Göbekli Tepe, ça, c'est certain que non, parce que c'est vraiment des blocs calcaires et à l'intérieur, c'est bien du calcaire. C'est des blocs qui peuvent aller de 12 à 15 tonnes pour des chasseurs-cueilleurs, théoriquement, qui n'ont même pas la corde. Donc voilà, donc moi, non, cette théorie-là, je ne la réfute pas complètement pour certains blocs, pour certains sites, mais le mystère reste entier pour des sites comme Göbekli et bien d'autres. Voilà. Alors, petite précision là, parce qu'il y en a sur le chat qui sont restés encore au stade d'Elizabeth Taylor dans Cléopâtre et qui pensent qu'il y avait des tonnes d'esclaves qui ont construit les pyramides. Est-ce que vous pouvez leur préciser un peu, parce qu'il y a encore des gens qui ignorent visiblement. Ça, c'est la version hollywoodienne. Oui, voilà. Il y en a qui ont trop regardé Hollywood. Vous pouvez leur préciser un peu? Alors, c'est la version hollywoodienne. Alors, non, pas du tout. Les Égyptiens, donc les pharaons et les maîtres bâtisseurs avaient effectivement des ouvriers qualifiés. Il y avait même autour de Gizeh, autour de certaines pyramides, on a redécouvert même des villages de ces ouvriers. On a même redécouvert les ustensiles qu'ils utilisaient, des tombeaux. Donc ils avaient même certains maîtres bâtisseurs qui étaient dans ces villages ont même des tombes assez, je dirais pas royales, mais de très belles tombes, très bien décorées, etc. On a redécouvert plein de choses, même leurs noms. Ils avaient même aussi, pour certains blocs ont été même estampillés avec des noms d'artisans qui étaient là ils étaient rémunérés. Ils avaient il y a des papyrus qui veulent dire par exemple, ils avaient une comptabilité, etc., etc. Donc, on est absolument certain que ce n'étaient pas des esclaves, mais des ouvriers qualifiés, des gens qui venaient travailler. Alors, il y avait toute une chaîne d'ouvriers. Il y avait effectivement, non, il est certain que il y a eu effectivement. Alors maintenant, là, j'émets aussi une hypothèse. Pour certaines pyramides, je dirais que ces ouvriers-là, ils étaient peut-être là, non pas pour la construction totale de la pyramide, mais pour la réfection peut-être de la pyramide. Par exemple, le désensablement du sang, etc. Moi, je ne peux pas assurer que les pyramides ont été construites en 4500 avant Jésus-Christ. Si elles avaient été construites il y a 10 000 ou 12 000 ans, ça ne m'étonnerait pas franchement. Donc voilà, du moins pour certains du plateau de Gizeh. Maintenant, voilà, donc ça reste aussi toujours dans l'ordre de la théorie, etc. Mais chose est sûre, non, les esclaves sur le plateau de Gizeh, non. Ça, c'est certain que non. D'accord. Voilà, au moins pour remettre un peu les choses. Et aussi, alors, qu'est-ce qu'on peut... parce qu'on voit que dans l'égyptologie, il y a une espèce de version officielle qui est admise, et comme un dogme sur lequel on ne peut pas, qu'on n'a pas le droit de remettre en cause. Et j'imagine que vous avez été confronté aussi dans vos travaux à justement peut-être remettre en cause des dogmes, mais évidemment ne pas être, comment dire, considéré par la profession comme étant justement, on va dire, conforme à l'idéologie qui est développée. Effectivement, oui, non, mais ça c'est certain. Enfin, de toute façon, dès qu'on devient, qu'on utilise, enfin, qu'on adhère à l'histoire alternative
qu'on devient atypique, on devient rechercheur. Alors, il est évident que pour beaucoup, on va devenir un pseudo-scientifique, un pseudo-archéologue, un pseudo ce que vous voudrez. Tout ça parce qu'on n'adhère plus aux dogmes fondamentaux, aux grandes théories dominantes de l'égyptologie ou de l'archéologie ou de la paléontologie, etc. Donc, oui, forcément, on va se retrouver avec des confrères qui vont... voilà, du moment qu'on n'est plus dans la théorie académique, il est certain qu'on a l'impression qu'on est des traîtres, parce qu'à la limite, puis des farfelus, tout ce que vous voudrez, hein, moi, peu importe. Mais moi, de toute manière, moi, j'ai eu un parcours particulier, parce que c'est vrai que moi, Bleuette Bio, je ne l'ai jamais caché, c'est mon nom de plume, hein, et c'est vrai que j'ai eu... ma carrière académique, on va dire, ma carrière. J'ai eu un accident grave, un accident de la colonne vertébrale, hein, donc je suis restée un an dans un corset, un an qui a été très très difficile. Je n'ai pas pu reprendre ma carrière après cet accident parce que c'était vraiment, c'était plus possible. J'ai changé un peu on va dire mon fusil d'épaule parce que j'avais vu beaucoup de choses dont je ne pouvais même pas en parler parce que c'était même pas envisageable. C'était la fin de ma carrière si j'en parlais. Et là, je savais que de toute façon, ma carrière était finie. Je n'avais plus les moyens de pouvoir continuer dans cette voie-là. Donc, je me suis dit, pourquoi ne plus dire ce que je pensais finalement, mon intime conviction. Je me suis dit, pourquoi ne pas aller envisager mes travaux dans une autre voie et changer complètement de ligne de direction. Et je l'ai fait donc sous un nom de plume, sous un nom mon nom de romancière et d'essayiste. Donc voilà, j'ai complètement modifié. Mais il est un fait qu'à l'heure actuelle, quelqu'un qui veut faire carrière, par exemple, dans l'égyptologie, il risque pas de commencer à ce serait de l'utopie de pouvoir penser continuer une carrière en étant dans cette façon de voir les choses. L'histoire alternative est interdite de cette façon-là. Voilà, à l'heure actuelle, on en est là. On ne cherche pas plus loin. Bien que maintenant, il y a des archéologues les anciens, voilà, les pyramides servaient de tombeaux. Voilà, oui, donc voilà, c'est vrai que dans les grandes théories, les pyramides, ce sont des tombeaux, on n'en sort pas, et voilà. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là, et pourtant, rien ne le prouve. Voilà, il n'y a pas de... Mais maintenant, c'est vrai que maintenant, certains archéologues commencent à vouloir changer un petit peu d'optique. Ils commencent à envisager, par exemple, en allant moins loin, par exemple, il y a un archéologue qui pense que ça serait pas Képhren, mais que ce serait peut-être Djedefre, par exemple. C'est un autre pharaon, etc. Donc on commence à sentir que il y a des failles. Il y a des failles dans ces dogmes-là. Mais maintenant, on est encore loin de parler d'extraterrestres. Très, 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 très loin. Alors, une dernière question, selon vous, à quoi peuvent servir justement ces pyramides? Quelles peuvent être leur utilité, leur fonction? Alors, je vais laisser parler Jean-Raymond qui a son idée sur la question. C'est pas vraiment une idée sur la question, c'est-à-dire que moi j'invite certains auditeurs à regarder de nouveau Le secret des pyramides de Jacques Grimaud, donc je pense que là déjà on peut se donner une idée sur la question. Mais effectivement, il y a des hypothèses qui émettent. Enfin, ces pyramides pouvaient servir à c'était plus des machines pour pouvoir communiquer. Servir à autre chose que les tombeaux, quoi. Alors, c'est vrai que quand on parle de pyramides, on pense toujours à l'Égypte, et c'est vrai que les Sumériens connaissaient l'Égypte, ça c'est certain. Hein. Et si vous voulez, certains textes sont assez étonnants, dans le sens qu'ils parlent des fois de la montagne sacrée, toujours une espèce de montagne un petit peu particulière. Et dans les textes, on n'a pas la sensation que ce soit une montagne, mais plutôt des pyramides de pierre, des endroits particuliers, etc. Alors maintenant, c'est vrai que quand on lit ces textes, on a la sensation qu'on a plus affaire à des chambres particulières. Alors, je ne sais pas trop ce qu'ils y faisaient, mais il y a tout un tas je sais pas, c'est très mystérieux parce que quand on lit les textes, on comprend pas à la limite, on comprend pas exactement ce qu'ils faisaient à l'endroit. Alors, est-ce que c'était
des machines? Est-ce que c'était des lieux d'observation? Est-ce que c'était pour canaliser un endroit? Ou est-ce que c'était simplement pour reproduire, comme certains le pensent, le baudrier d'Orion sur Terre, Voilà, comme c'est une c'était dans source la Voie d'énergie lactée? aussi. Est-ce que ce serait une source Une source d'énergie d'énergie, particulière? effectivement. Est-ce qu'elle Mm. pourrait Ouais. émettre une forme d'énergie? C'est ce qu'on a dit d'ailleurs pour les pyramides de Bosnie, qu'elle pourrait émettre des sources d'énergie Exactement. particulières. Mais je pense Peut-être, moi, que, oui, dans le film, pas Secret des pyramides, mais les Révélation des révélations. pyramides de Jacques Grimaud, je rectifie. Bah, je crois qu'il en parle aussi assez bien. Hein. Ouais. Et bon, effectivement, on peut émettre pas mal d'hypothèses là-dessus, mais que ça serve de tombeau, là, c'est Voilà, autre maintenant, chose. Hein. moi, honnêtement, je sais pas à quoi ça pouvait bien servir. J'en sais pas plus que les autres, mais maintenant que ça sert de tombeau, c'est pas du tout une évidence. Voilà, c'est pas du tout une évidence. Alors, on me demande aussi, c'est vrai, qu'est-ce que vous pensez des crop circles? Est-ce que c'est... Ah, Juste... alors on a une théorie. Oui, Oui. c'est vrai que nous avons forgé une théorie. Alors les crop circles, il y a beaucoup de faux, hein, bien sûr certains, Ouais. mais il y en a des vrais. Il y en On a en des est vrais. persuadé. Voilà. Et Jean Raymond, là, m'a sorti quelque chose avec beaucoup d'intelligence sur le sujet. S'il veut en parler, je te laisse la parole pour le dire. Là, ça fera partie du prochain documentaire. Je ne peux pas trop lâcher d'informations. Ah bah, nous faites comme Jacques Grimaud, quoi. Il y a une fonction... Parce que Jacques Grimaud, quand il était venu ici, c'est pareil, on posait beaucoup de questions, il nous reportait à son prochain documentaire. Et oui, c'est vrai que c'est embêtant, mais Non, mais c'est vrai que... j'émets pas mal d'hypothèses auprès de D'accord. et on essaie d'étudier la question parce qu'on lance pas des choses en l'air comme ça. Hein. Ouais, ouais. Et, On étudie ça, et c'est vrai que la théorie que Jean Raymond a soulevée est non seulement intéressante, mais presque vérifiable, je veux dire, Tout à fait. physiquement, je veux Alors, dire. si je vous le dis maintenant, c'est fini, il n'y a plus de Et documentaire. voilà, alors on a effectivement. Alors pour dire que j'y crois, oui, je crois pour que certains sont vrais. Ouais. Ça, c'est sûr. Parce que bon, je pense que de toute façon, comme j'ai lu pas mal de trucs sur la question, donc c'est vrai qu'il y en a qui on a les couchés, d'autres, les blés sont pressés, donc on a la sensation que c'est pas la même chose. Certains cas parlent par exemple d'oiseaux morts, d'animaux morts, comme s'ils avaient été un peu brûlés au micro-ondes, etc., etc. Donc à la limite, c'est vrai que c'est assez étonnant. Donc c'était étonnant. Mais si on croit à ça, c'est vrai que bon, par rapport à la théorie de Jean Raymond, il m'a soufflé un truc, il m'a dit tiens, ça c'est curieux. Et là, j'avoue que je suis restée un peu bouche bée. Parce que, il y aura peut-être une similitude aussi avec les Stone Circle. Donc, voilà. Par exemple, oui, c'est vrai que on a fonction fait bien particulière. alors, c'est vrai que tout le monde ne sait pas ce que c'est. C'est vrai qu'en Jordanie, par exemple en Arabie Saoudite, par exemple, il y a des formations géologiques, des pétroglyphes et des géoglyphes très particuliers qui sont en forme de roues. On dirait presque des cellules humaines, mais ça fait comme des roues. On appelle ça des roues. Et les roues de Jordanie, par exemple, si les auditeurs veulent regarder, ils verront. On a certains dessins qui ressemblent à certains crop circles. C'est vrai qu'on a retrouvé des similitudes pratiquement entre les deux. Donc voilà, mais entre vous avez autres, une fonction bien précise. mais qui avait une fonction particulière. Voilà, mais on peut pas trop. Mais on peut pas vous le dire. Et, alors, dernière question, tant qu'on y est, les portes des étoiles, ça vous dit quelque chose aussi, les Stargate? Alors, Stargate, la porte des étoiles. Alors, la porte des étoiles, bon, évidemment, tout le monde connaît. C'est vrai que là, on reste un petit peu. Moi, tout ça, ça me fait penser à l'espace-temps. Au trou de verre. Au trou de verre, donc voilà, les ponts Rosen, etc. Donc, est-ce que ce serait, on en parlait tout à l'heure, des vortex qui pourraient aller de. Bon, c'est vrai que maintenant on sait que bon, c'est plus ou moins prouvé par la physique, hein, etc. Des équations, etc. Que l'univers, on sait que l'espace-temps, bon, il est malléable, hein, il n'est pas toujours pareil. Hein. Quand par exemple la gravité d'un trou noir, si on arrivait dans un trou noir, le temps n'existerait plus. Hein. Donc on sait qu'il est capable de modifier le temps. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des vortex qui pourraient arriver du passé, c'est-à-dire une sorte de passerelle dans l'univers qui pourrait arriver sur certaines planètes, par exemple sur Terre, etc. Et voilà, donc est-ce que ça serait pas ça la porte des étoiles? Moi maintenant, est-ce qu'on pourrait la passer? Est-ce qu'une de ces portails arriverait par exemple dans le triangle des Bermudes ou ailleurs, ou le triangle de la Burle par exemple en Auvergne, ou voilà. Oui, en connexion avec les mondes. Voilà, en connexion. Maintenant, moi, ça, c'est la porte des étoiles. Bon, ça reste de la science-fiction si on veut, mais bon, on est peut-être plus proche de la réalité que de la science-fiction. Hein, on ne sait pas, après tout. Hein.
Alors, dernière question, parce qu'elle est assez intéressante. Bon, elle est un peu longue, mais elle est intéressante. Oui. On me parle de construction miniature antique. On me dit au début du siècle dernier, Robert Forer, archéologue renommé, aurait fait une découverte troublante. En contrebas du monastère du Mont-Saint-Odile en Alsace, un cromlech préhistorique circulaire analogue au temple de Stonehenge formait une reproduction en miniature d'un temple situé au sommet actuel du massif, à savoir l'emplacement même du monastère. Ces pierres formaient une reproduction en miniature d'un temple situé au sommet actuel du massif, à savoir l'emplacement du monastère. Vous connaissez cette affaire, non? Oh, non, non, non. Là, ça me surprend, je ne connaissais pas du tout, mais alors je vais faire des recherches pour voir ce que c'est, parce que ça serait vraiment très intéressant si c'est réel, si c'est Ouais. vrai. Ben, je ferai des recherches. Non, honnêtement, j'en ai jamais D'accord. entendu Donc c'est parler. voilà, ben, on me dit au début du siècle Robert Forer et c'est au Mont-Saint-Odile. Voilà. Forer, ben, mon associé est en train de le noter. Robert Forer, oui, d'accord. Donc, au pied du Mont Odile, Au hein, pied si du tu veux. Mont-Saint-Odile, voilà un monastère. Ouais, ouais. Je remercie l'auditeur qui a soulevé ce point parce que c'est vrai que c'est toujours très intéressant d'apprendre de nouvelles choses. Malheureusement, on ne peut pas tout savoir, c'est Eh ben malheureux. voilà, bah c'est Uriel. Uriel, au moins, il a remonté le niveau pour les autres. Bah en Voilà. tout cas, merci beaucoup hein, d'avoir participé à l'émission. Et ben, Merci à c'est nous vous. qui vous Ouais. remercions Et de ouais, nous c'était un plaisir. Bah on vous a pas vu à l'image, c'est pas grave. soulever le sujet parce qu'on ne peut pas rentrer dans des détails, ça, sinon ça serait Voilà. trop long. Mais c'est vrai que c'est Effectivement. toujours très intéressant. Et je vous invite déjà de lire déjà mon essai qui est publié aux éditions d'Orval, qui vous en donnera beaucoup plus, et de regarder ensuite nos documentaires. Alors, le titre du documentaire s'appellera c'est de Gobekli Tepe à Sumer, c'est ça? Ouais. Le tertre Je sais, sacré. le tertre sacré, je me souviens. Donc, C'est ça. eh ben, on le suivra avec attention, en tout cas, la sortie de ce documentaire. Voilà, donc c'est l'association, c'est Horus Film Association. Voilà. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, hein, Jean-Raymond Binet et Bleuette Dio, hein, Merci. euh, c'était un bon moment d'explication hein, sur les origines de la civilisation. Voilà, la régie, elle est prête. Donc, on va pouvoir faire la transition. On se revoit lundi. J'espère que vous serez en meilleure forme parce que ce soir, vous étiez particulièrement déchaîné. À la limite, à la limite, voilà. Enfin, pas pour tous, évidemment, parce qu'il y en a certains qui sont Ouais. très intéressants. Mais il y en a certains, quand les sujets ne les intéressent pas, ben, on leur demande de bien vouloir aller voir ailleurs, tout simplement. Vous savez, zapper, c'est possible. Hein, voilà. Hein, on ne force personne à regarder. Il y a encore moins, si c'est une souffrance pour vous d'écouter, eh ben, voilà, faites autre chose. Je sais pas, aller boire un thé, hein, Voilà. couper l'Internet. Voilà, c'est simple. Hein, on peut couper Meta TV. Hein, c'est parfaitement possible. Voilà. Donc, en tout cas, merci à vous tous. Voilà, merci aux personnes qui ont relevé le niveau ce soir. Ils se reconnaîtront, pas besoin de dédicacer parce que là, il y en a trop qui m'ont énervé, donc je ne peux pas les dédicacer. En tout cas, merci aux gens intelligents ce soir. Merci à la régie. Merci à Jean-Raymond Binet et Bleu et Dio. Et ben, on se reverra lundi et j'espère que vous serez en meilleure forme. Bon week-end. Ciao.